BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Il a grandi dans l'ombre des plus grands artistes du XXe siècle, que ce soit Picasso, Matisse. Son grand-père, Fernand, était le propriétaire des célèbres ateliers Mourlot à Paris, le plus grand atelier d'impression français. Éric Mourlot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de la galerie Mourlot, ici, à New York. C'est vous qui veillez sur les archives Mourlot. Quelle histoire, quel héritage. C'est grâce à votre grand-père, notamment, que la lithographie est devenue aujourd'hui ce qu'elle est, à savoir une véritable œuvre d'art. Absolument. En fait, moi, j'ai deux métiers. Je m'occupe de la galerie, donc c'est s'occuper aussi des artistes, et je suis au service des artistes, comme mon grand-père l'était à l'imprimerie, et aussi au service des clients, des collectionneurs. Et avec les archives, c'est une question de préserver plutôt un morceau de l'histoire de l'art français du XXe siècle. Ça remonte à quand exactement? Si on regarde un petit peu, on va revenir après sur vous en détail, sur ce que vous faites. Et si on prend un petit peu votre histoire, c'est fin 19e, c'est ça? Ça commence en 1852, en fait, avec François Mourlot, qui était imprimeur d'art. Enfin, qui n'était pas imprimeur d'art, qui était imprimeur commercial, pardon, qui imprimait du papier peint. C'était la révolution industrielle et énormément des nouvelles classes riches voulaient du papier peint, et donc on a commencé à imprimer le papier peint. Suivi par Jules Mourlot, mon arrière-grand-père, qui lui est devenu beaucoup plus commercial, puisqu'on imprimait les étiquettes de chocolat poulain, les étiquettes de bière, voilà. Oui. Exactement. Jusqu'à mon grand-père, qui lui a été à l'École nationale des arts décoratifs, où Matisse et Rouault avaient été aussi. Et éventuellement, après, à la fin de la Première Guerre mondiale, quand les frères sont revenus de la Première Guerre mondiale, il a pris une des imprimeries à Paris. Nous en avions 4 à l'époque. Et elle est devenue, il l'a dédicacée comme imprimerie d'art. Nous avons commencé à imprimer les affiches pour les musées nationaux. D'accord. Et ça se passe comment? C'est particulier? C'est vraiment un travail poussé, ou c'était vraiment déjà Alors voilà, beaucoup plus simple? C'était beaucoup plus poussé en fait que les étiquettes de chocolat poulain. Oui. Voilà. Et donc il avait des artisans qui étaient des chromistes et qui travaillaient étroitement avec les artistes pour reproduire leurs peintures, leurs œuvres uniques, pour des expositions de musées. Donc en fait, la première affiche, c'est une œuvre de Girieux, qui est pour une exposition d'art français dans un musée à Copenhague. Ouais. Et à partir de là, mon grand-père a commencé à inviter les artistes à venir à l'imprimerie et travailler eux-mêmes directement sur la pierre, sur les plaques de zinc, et créer des œuvres originales qui étaient numérotées et signées et qui sont devenues des éditions limitées. Ouais. Et donc les premiers, ça a été Utrillo, ça a été Vlaminck, Van Dongen. Et Picasso? Alors Picasso arrive beaucoup plus tard. Lui, il arrive en 1945, c'est Matisse qui amène Matisse et Braque, qui étaient venus dans les années 30, qui avait travaillé avec l'éditeur Thériade, qui avait une grande revue de presse qui s'appelait, pour les collectionneurs, qui s'appelait Verve. Et Matisse avait une bonne expérience avec Mourlot, et il savait que Picasso cherchait un imprimeur lithographe, et donc Picasso a fait appeler mon grand-père. Mon grand-père est allé au studio des Grands Augustins, l'atelier des Grands Augustins, rue des Grands Augustins. Et après une conversation d'à peu près 2 heures, il a dit à mon grand-père: écoutez, je serai dans votre atelier, dans vos ateliers, dans 2 jours. Et il est arrivé, et en fait, ça a commencé une relation qui a commencé avec 6 mois de travail de 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. Ah oui. Voilà. Non-stop? Non-stop. Pratique. Et où il a créé des douzaines d'images différentes, dont certaines ont été faites en édition complète, c'est-à-dire 50 numérotées et signées avec quelques épreuves d'artistes. Et certaines, en fait, n'ont pas réussi, ou elles étaient... Comment ça n'a pas réussi? Comment on ne peut pas réussir? Voilà, c'est-à-dire que Picasso, lui, il poussait l'enveloppe toujours. Ouais. Donc, c'était l'enfant terrible de la lithographie. Oh, okay. Et il utilisait des méthodes, des moyens qu'on est en général pas supposé utiliser en lithographie. Donc, il utilisait de la cire, il utilisait de l'essence, et il crée des lavis. Ce sont des espèces de... vous prenez l'encre lithographique et vous la faites fondre, diluer avec de l'essence, avec des alcools, et vous pouvez l'utiliser comme une encre de Chine sur la pierre.
Et de temps en temps, évidemment, son travail était tellement poussé que c'était très difficile pour les maîtres imprimeurs de pouvoir imprimer une édition de 50 pièces suivies de qualité. Donc de temps en temps, après 4 ou 5, la plaque commençait à devenir vernie, il y avait des problèmes, et donc on ne pouvait pas faire toute une édition. Et comment expliquez-vous que Picasso était aussi actif? Alors c'est intéressant parce que vraiment Picasso, dans la même lignée que Rembrandt et Dürer, est vraiment l'artiste graphique du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il a produit énormément en gravure, il y a plus de 2000 éditions de gravure, qui commence avec Vollard, la suite Vollard, et qui signait avec la suite 347. Et en lithographie, avec nous, il avait fait avant nous à peu près une vingtaine de lithographies. Avec nous, il a fait près de 407 images différentes sur une période de 25 ans à peu près. Et en fait, ce qui l'intéressait dans les œuvres graphiques, c'est que c'est une méthode, c'est un moyen de créer de l'art au même titre que la sculpture ou la peinture. Ouais. Donc c'est une technique différente et ça vous permet de voir le procédé de création de l'artiste. C'est-à-dire qu'avec une peinture, vous voyez le produit final, mais vous ne voyez pas ce qui est en dessous, les couches qui sont en dessous de la peinture. Tandis qu'avec une œuvre graphique, vous pouvez voir comment vous êtes allé du point A au point B, au point C, au point D. Ouais. C'est très intéressant parce que ça permet aux collectionneurs de voir à quoi l'artiste a pensé quand il a créé cette série et comment elle a été construite petit à petit. Et Picasso adorait l'idée de créer à travers la destruction. C'est-à-dire qu'on détruit les plaques au fur et à mesure qu'on crée une impression. Alors, si on regarde un petit peu comment ça se passe aujourd'hui, ça vaut combien? Alors, écoutez, une lithographie, vous pouvez commencer avec des affiches lithographiques, par exemple, dont certaines sont originales. Il y en a énormément qui ne sont pas signées, évidemment. Oui. Mais là, on commence dans les 500 à 1000 $ jusqu'à à peu près 4000, 5000 $. D'accord. Et après, vous avez les œuvres, les éditions. Alors, il y en a qui sont signées, il y en a qui ne sont pas signées. Et là, on commence entre 2000 $ jusqu'à peu près 200 000 $. Ah oui, quand même. Alors, si on regarde les archives Mourlot, vous en avez combien? Ça représente quoi aujourd'hui? Alors, les archives... Vous avez encore des lithographies? Absolument. Absolument. Les archives Mourlot en elles-mêmes, c'est-à-dire la collection privée particulière avec les lettres, les photographes, les photos et les œuvres en elles-mêmes, c'est à peu près plus de 1200 pièces qui ont été éditées. Ouais. Mais en fait, toute la collection Mourlot avec les affiches, c'est plusieurs dizaines de milliers d'œuvres. Ça se vend? Alors oui, nous avons créé un réseau de distribution à travers les musées comme le Metropolitan Museum à New York ou la Tate à Londres. Et nous avons aussi un réseau de galeries. Alors nous avons les galeries qui vendent du Mourlot, il y en a partout dans le monde, mais il y a aussi notre réseau de distribution de marchands autorisés par Mourlot. Donc à Paris, c'est la galerie Corbel qui se trouve sur le boulevard Haussmann, qui est autorisé à vendre nos œuvres Mourlot de notre fonds. Mourlot, c'est un petit peu différent. C'est là où moi je regarde l'état du marché, je rencontre des artistes en permanence. J'étais cet été au Touquet où j'étais membre d'un jury pour un festival au Touquet et j'ai rencontré 2-3 jeunes artistes français qui sont excellents et donc avec des collègues à moi, nous avons décidé de leur montrer, de montrer leurs œuvres à tout le monde. À tout le monde. Oui. Et voilà. Mais vous regardez seulement les artistes français ou vous allez vraiment regarder Non, absolument. Non. Je regarde partout dans le monde. Je vais à Berlin assez souvent pour voir les artistes allemands. Surtout aux États-Unis, nous avons énormément de très bonnes écoles. Moi, j'ai énormément d'artistes qui viennent de Yale. Oui. Parce que le programme d'art de Masters à Yale est très connu aux États-Unis. Il y a énormément d'artistes qui font des œuvres graphiques aussi, avec qui je travaille, qui sont représentés par d'autres galeries comme Gagosian. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu le marché américain. Alors, c'est un marché très actif. Le marché américain est très actif, mais c'est surtout un marché international. Ouais. Hein, que ce soit japonais, même mexicain. Oui, il n'y a pas de frontières. Voilà, il n'y a pas de frontières. On a vu énormément de Russes et de Chinois qui sont rentrés dans le marché depuis les 2 dernières décennies.
Et d'ailleurs, on sent aussi qu'il y a un intérêt en Inde qui commence à se développer. Mais vraiment, le marché est international. En ce moment, il est assez fort. D'ailleurs, on voit très bien depuis plusieurs dizaines d'années qu'il n'y a pas vraiment de relation entre les marchés financiers et les marchés de l'art. En fait, c'est pas plus mal. Voilà, c'est une façon de diversifier et que beaucoup de financiers, d'ailleurs, ont remarqué. Et comment vous êtes retrouvé ici aux États-Unis, vous? Alors nous, en fait, l'imprimerie Mourlot, dans les années 60, nous avions eu une exposition à la Smithsonian Institute. Ouais. Et mon grand-père avait été approché par les grands galeristes de New York à l'époque, comme Leo Castelli, en lui disant, il y a des choses qui se passent à New York, vous devriez ouvrir une imprimerie à New York. Et donc, en 1966, nous avons ouvert l'imprimerie Mourlot à New York, et moi je suis né ici. Je suis reparti avec mon père, mes parents, à Paris, donc j'ai fait mes études en France jusqu'à l'université. Après je suis revenu à l'université à Washington DC, à Georgetown, et je suis resté, ça fait maintenant 25 ans. D'accord. Mais écoutez, et d'ailleurs vous allez même augmenter la cadence, hein, je crois, puisque vous allez relancer un atelier d'impression prochainement ici aux États-Unis? Absolument, absolument. Donc j'ai eu plusieurs conversations avec des musées, et comme nos produits se sont très bien vendus, mais ce sont évidemment des œuvres d'époque, ce sont des œuvres des années 40, 50, 60, nous avons décidé de commencer avec plusieurs artistes contemporains assez connus, à recréer des éditions d'art. Et donc moi, je viens de trouver un espace et nous allons rouvrir une imprimerie à New York où nous allons voilà, exactement, nous allons nous relancer, nous allons utiliser ce savoir-faire et cet artisanat français. Et je suis sûr d'ailleurs que je vais ramener des artisans français pour travailler à New York. C'est une nouvelle, tout ça. Pour cette année? Alors, ça va être, non, en fait, ça prend quand même assez longtemps. Il nous faut des permis. Il y a énormément de produits chimiques qui sont utilisés. Et donc, ça va probablement prendre encore 7 à 8 mois. Ah oui, d'accord. Vous viendrez nous en parler. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Éric Mourlot, d'avoir été avec nous. Vous êtes le directeur, notamment, de la galerie Mourlot ici à New York. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour parler de la saison des résultats du 3e trimestre.